Matin. Et un nouvel invité pour vous, Sébastien. On évoque ce matin les enjeux du sommet du G7 à Biarritz. Vous recevez Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin pour nous éclairer sur ces enjeux. On a beaucoup parlé de la sécurité autour de ce sommet. On avait envie de prendre le temps ce matin de comprendre ce qui va vraiment se jouer entre la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie et le Canada. Les voici, ces 7 membres du G7. D'abord, peut-être un mot du casting. On a l'impression qu'il n'est pas si reluisant avec un Donald Trump imprévisible en campagne, un Brexiteur Boris Johnson qui vient de prendre ses fonctions, Angela Merkel en fin de règne, Justin Trudeau pris dans des affaires de corruption et le Premier ministre italien qui vient de démissionner. Ça complique un peu les choses tout ça, non ? Oui, c'est vrai que la conjoncture est vraiment défavorable et dans la longue histoire du G7, qui a été créé en 1975, on est plutôt dans les basses eaux. Qu'est-ce que c'est que le G7 ? C'est pas une instance de négociation, c'est une instance de concertation. La concertation, ça veut dire quoi ? On confronte ses points de vue, on essaye de trouver des convergences. Mais ça implique deux choses. D'abord, de le vouloir et ensuite de le pouvoir. Et dans cette situation que vous décrivez très justement, le vouloir est très sérieusement remis en cause. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le contexte auquel vous faisiez allusion il y a un instant, la volonté d'affichage l'emporte sur la volonté de se concerter. C'est-à-dire en gros, on va parler à ses électeurs. Alors c'est absolument évident avec M. Trump, ça a toujours été son truc, c'est une diplomatie électorale, mais c'est vrai aussi des autres, parce qu'ils sont presque tous confrontés à des problèmes de politique intérieure. Alors là-dedans, les grands problèmes du monde et la magie possible de la concertation, c'est-à-dire faire converger des points de vue, créer des solidarités sur certaines questions, risque d'être fortement marginalisé. L'autre question, c'est le pouvoir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et là, la grande question, c'est cette vieille puissance qui relève, il faut le dire, de l'ancien monde, face à la mondialisation dont les acteurs principaux sont les émergents absents, sont les souffrants, qui sont les peuples, les pays où se trouvent les actuels champs de bataille du monde. Faire sans eux, ça me paraît un petit peu difficile. Ce qui est nouveau, c'est que ces 7-là qui étaient sur la même longueur d'onde pendant des années ne le sont plus du tout. Alors justement, ce que l'on dit de la concertation G7, c'est qu'elle relève d'une diplomatie qu'on pourrait qualifier de diplomatie de connivence. Ça veut dire quoi la connivence ? Ça veut dire on est des associés rivaux, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes intérêts, mais on a intérêt à garder une certaine solidarité entre les vieilles puissances. La connivence, c'est ça, c'est-à-dire on essaye de préserver le club. Et ça existe encore à l'heure de Trump et maintenant de Boris Johnson ? Eh bien, justement, non. C'est-à-dire qu'on est dans une situation que j'appelais d'affichage ou d'affirmation, beaucoup plus que de connivence. Cette connivence, vous savez, elle n'a pas toujours été très forte dans l'histoire du G7. Rappelez-vous, enfin, vous étiez très jeune, ou peut-être encore moins que jeune, à l'époque, mais lorsqu'en 1981, François Mitterrand est arrivé au pouvoir, presque simultanément, arrivé au pouvoir aux États-Unis, M. Reagan, et en Grande-Bretagne, Mme Thatcher, qui étaient des ultralibéraux, et qui ont dit, notamment au G7 de Montebello en 1982 au Canada, qui ont dit, écoutez, nous, les problèmes d'économie, on ne veut pas en entendre parler, ça c'est l'affaire du marché, c'est pas les affaires des États et des gouvernements. Et ça a été une scission très forte au sein du G7, puisque Mitterrand, venant d'être élu sur un programme socialiste et réformiste et régulateur de l'économie mondiale, s'en trouvait contrarié. Mais malgré tout, même à l'époque, il y avait un minimum de connivence parce que nous étions dans le contexte de la guerre froide, dans tous les cas de la bipolarité, et toutes ces puissances autour de la table étaient toutes des puissances occidentales et on voulait faire front, en tous les cas, sur le plan politique. Aujourd'hui, on ne veut faire front pratiquement sur rien. Alors, de quoi on va parler ? Justement, la France a choisi comme thème la lutte contre les inégalités. Quelles décisions vraiment concrètes ces 7-là peuvent prendre, vu le contexte ? Alors, je répète, le G7 n'est pas fait pour prendre des décisions. De toute façon, n'attendez rien. C'est que de l'affichage, ce sujet de lutte contre les inégalités ? Oui, mais c'est un affichage vertueux.
C'est de l'affichage parce que il ne se décidera rien en matière de réduction des inégalités mondiales, mais c'est un affichage vertueux. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet des relations internationales aujourd'hui, ce sont les inégalités mondiales sur le plan socio-économique. Pensez que la mondialisation a inventé le système social le plus inégalitaire qui n'ait jamais existé depuis Adam et Ève. Entre un Burundais, PIB par habitant et par an $600, et un luxembourgeois $100 000, vous comprenez qu'il y a une différence énorme qui, à terme, est insupportable. C'est un sujet, mais est-ce que c'est une priorité pour eux ? Pour eux, je ne sais pas. Pour nous, certainement. Et il faut quand même rendre cet hommage à la diplomatie française que d'avoir forcé le destin des agendas internationaux en disant, écoutez, plus important que les missiles, plus important que les compétitions de puissance, ces inégalités, si on ne fait pas quelque chose à terme, c'est la planète qui va exploser, c'est-à-dire simplement une violence qui va se généraliser. Donc c'est pédagogique, et cette pédagogie, je la trouve bonne, que d'expliquer aux opinions publiques et même à la plupart des gouvernements que ces inégalités mondiales sont le vrai sujet, le sujet numéro 1 en relations internationales, beaucoup plus que le dossier iranien, coréen, etc. Alors on va parler justement de l'Iran pendant ce G7, aussi de la taxe sur les GAFA qui est très contestée par les Américains. On l'a vu, la guerre commerciale évidemment et le protectionnisme défendu par Donald Trump. On imagine que là les Européens vont faire bloc face à Donald Trump. Vous êtes optimiste, faire bloc. Si l'Europe faisait bloc, ça se saurait, et peut-être que le monde, et en tous les cas certainement le monde européen, irait mieux. L'Europe reste fondamentalement divisée. Même le couple franco-allemand, la France et l'Allemagne, ce sont les deux États peut-être les plus proches dans ce G7. Eh bien, le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. On le voit bien même sur le Brexit, où Mme Merkel affiche une attitude qui est quelque peu différente de celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que d'abord les Britanniques sont encore dans l'Europe ? Est-ce qu'ils feraient bloc sur ces sujets ? Certainement pas. L'Italie fait bloc sur rien parce qu'elle est dans une situation de paralysie complète. Donc l'Europe ne s'affichera pas comme telle, et surtout comme puissance intégrée dans ce G7, ce qui est effectivement une faiblesse importante. Puis n'oubliez pas quand même une chose, c'est que l'Europe reste dans la nostalgie de la bipolarité, du temps où le parapluie américain était si confortable et si agréable. Et donc l'Europe n'a pas tellement envie de prendre de front l'Amérique, même si elle est dirigée par un monsieur Trump. Et il y a quelque chose de très symptomatique, c'est qu'il n'y aura probablement pas de communiqué commun à la fin de ce G7. Ça ne pas grand-chose, parce qu'un communiqué du G7, généralement, c'est un document très long, creux, illisible et que personne ne lit. Et ça avait provoqué un incident l'année dernière, puisque Donald Trump avait retiré sa signature. Merci beaucoup, Bertrand Badi, d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sciences Po et donc spécialiste des relations internationales. Très bonne journée à vous. Merci. Merci.